Suite au succès incontestable des 7 samouraïs, aussi bien au pays du soleil levant qu'en Europe ou aux États-Unis, de nombreux scénaristes et réalisateurs reprendront le concept d'un groupe de héros triés sur le volet, se sacrifiant pour la veuve et l'orphelin. C'est le cas des 7 mercenaires de John Sturges sorti en 1960, une reprise directe et mondialement reconnue de l'œuvre de Kurosawa. John Sturges, réalisateur peu connu du grand public, est pourtant le père de nombreux films à succès, parmi lesquels Un homme est passé avec Spencer Tracy, Règlement de compte à Hockey Choral avec Burt Lancaster et Kirk Douglas, La Grande Évasion avec notamment Steve McQueen, Charles Bronson et James Coburn, ou encore Joe Kidd avec Clint Eastwood. Attardons-nous maintenant un moment sur son histoire afin d'expliquer son ascension au sein du cinéma hollywoodien des années 50 jusqu'à la production des 7 mercenaires. John Sturges est un réalisateur, producteur et scénariste américain. Il naît le 3 janvier 1910 d'un père irlandais de basse extraction, Reginald, et d'une mère de bonne famille américaine, Grace. Il aura une sœur et un frère. Plus tard, John rajoutera le S à Sturge, ce qui donnera pour désigner l'ensemble de sa famille les Sturges. Les centres d'intérêt de John sont nombreux. La nature en général, partir à l'aventure, l'exploration, les cow-boys, l'ouest sauvage ou encore la pêche. Des passions qui seront très présentes dans ses premiers films, Les Aventuriers du désert et La plage déserte. Tout comme Kurosawa, il regarde des films muets, prend des cours de théâtre au collège puis au lycée, où il joue notamment Richard III de William Shakespeare. Il s'illustre également en cours de dessin et d'architecture, ce qui ne manque pas d'étoffer ses compétences en design. Pendant la crise de 1929, la mère de John, pourtant aisée, connaît la banqueroute. John, livré à lui-même financièrement, est à l'époque inscrit à l'université de Maryland dans le Kentfield. Il est major de promo en sciences, notamment en mathématiques où il excelle. Travaillant déjà de nuit en tant que serveur pour payer ses études, il corrige les copies de ses professeurs la journée pour quelques dollars de plus. L'année 1931 est décisive. John s'installe à Los Angeles avec sa famille où il cumule les emplois alimentaires. Il répond à une annonce de la RKO, la plus ancienne des sociétés américaines indépendantes de production de films, et qui est à la recherche de quelqu'un pour son département plan et schéma. Sturges, tout juste diplômé en architecture, a toutes les chances d'être recruté. D'autant plus que son frère Ken Sturges y travaille au département artistique et appuie sa candidature, ce qui lui permet d'avoir ce travail de nuit. À l'époque, la RKO est considérée comme la petite major, et sa direction passe souvent de main en main. C'est sous le régime Berman-Hughes que les têtes brûlées et les nouveaux venus dans le cinéma peuvent tirer leur épingle du jeu. Il en va ainsi pour Sturges qui travaille au département artistique à imprimer des schémas pour $20 la semaine. Il se rend très vite indispensable, inventant des systèmes que lui seul peut lire. À force de travail, il sera promu en tant qu'assistant administratif de ce même département à l'âge de 23 ans. Sur son temps libre, John flâne sur les plateaux à observer John Ford ou encore George Stevens. Par la suite, David O. Selznick lui donnera un rôle essentiel, encadrer et aider certaines personnalités du studio dans le cadre de leur travail avec la production. Par exemple, il assistera Robert Raymond Jones, décorateur et costumier de Broadway, qui expérimente ses trouvailles sur le Technicolor en 1934 via un court-métrage musical d'une vingtaine de minutes, La Cucaracha. L'année suivante, en 1935, Selznick remarque chez Sturges une grande capacité à résoudre des problèmes techniques lors des tournages. Dans ces conditions, il décide de le promouvoir directeur artistique associé. C'est avec cette nouvelle casquette que John continue d'assister Robert Raymond Jones et s'illustre sur d'autres films à succès comme Becky Sharp, sorti en 1935, premier film utilisant une caméra Technicolor trichrome. C'est aussi sur ce film que Sturges, alors également chef décorateur, donne pour la première fois cette patte baroque si chère à la RKO. Toujours à l'avant-garde des nouvelles techniques et technologies cinématographiques, John participe aussi à l'élaboration de la couleur sur Le Danseur Pirate, la première comédie musicale 100% en couleur sortie en 1936. Dans la foulée, et profitant du départ de Robert Raymond Jones, Sturges le remplace comme seul expert en effets colorimétriques de la RKO. Selznick ayant besoin de quelqu'un pour adapter cette nouvelle technique sur le Jardin d'Allah, avec Marlène Dietrich et Charles Boyer, donne naturellement cette responsabilité à Sturges qui fera le pont entre la Technicolor Company et l'équipe de tournage. Ce dernier prend son envol et devient le consultant Technicolor de la RKO. Pendant les 4 prochaines années, Sturges cumule les postes et deviendra l'homme à tout faire de la RKO.
Il en profite ainsi pour se former au montage et au mixage son, en compagnie de 2 autres jeunes prodiges avec qui il se lie d'amitié, Mark Robson et Robert Wise. Ce dernier appellera les membres de ce groupe Athos, Porthos et Aramis. C'est en 1940 que le chef du département de montage fera de lui son principal monteur. Si vous savez monter un film, vous savez comment les faire. Le 22 février 1942, Sturgis s'engage dans l'armée, même si du haut de ses 1m88, il n'en a pas vraiment les aptitudes. Contrairement à ses confrères tels que Frank Capra, John Ford, John Huston, George Stevens ou encore William Wyler, qui sont officiers et commandent des équipes de tournage militaires, Sturgis est simple caporal. C'est un patriote qui voit dans l'armée une opportunité de servir son pays, tout en gonflant son expérience de réalisateur. Devenu lieutenant de son unité, il réalise quelques courts-métrages d'information pour l'armée de l'air et les services de renseignement. Il sera ensuite envoyé à la First Motion Picture Unit en 1943 à Fort Roach. C'est là qu'il rencontrera William Wyler. Leur mission, travailler ensemble à filmer des bombardiers. 1 an plus tard, ils seront affectés à la 12e unité de cadrage. Comme les réalisateurs ne peuvent filmer à côté des avions, les caméras sont solidement attachées aux ailes, cockpit et à la sortie des trains d'atterrissage. Tout sera bien sûr filmé en 16 mm et en Technicolor. À la fin de la guerre, Wyler nomme Sturgis comme son co-réalisateur sur Thunderbolt, un documentaire sur la 12e unité aérienne de l'Air Force américaine. John sera par la suite chaudement recommandé pour d'autres projets grâce à ce film. Who, during missions against the enemy, operated automatic cameras in their planes. Behind the pilot, shooting forward and back. Under the wing. In the wing, timed with the guns. In the wheel well. In the instrument panel, photographing the pilot himself. Nous sommes en 1946 et John Sturgis signe son premier film, The Man Who Dared, avec la Columbia sous la présidence de Harry Cohn. Il enchaîne la même année avec le film alias Mr. Twilight, qui est un succès. Sturgis a tout réécrit, script, position des caméras et dialogue. Harry Cohn, constatant le potentiel de John, veut lui donner plus d'opportunités et plus d'adaptations littéraires à réaliser. Sturgis accepte et enfonce le clou, enchaînant avec des succès commerciaux comme Le Signe du Bélier et Les Aventuriers du désert. Isidore Scary, patron de la MGM, l'approche et lui offre un essai sur le mystère de la plage perdue, qui à l'origine devait être réalisé par William Wyler ou Joseph Losey. La MGM lui fait une offre qu'il ne peut refuser et lui octroie une enveloppe de $1 million pour réaliser le film. Une aubaine pour Sturgis, car il faut savoir qu'à l'époque, John ne se débrouillait qu'avec des budgets très serrés allant de 100 000 à 200 000 $. Tout se faisait en 1 ou 2 prises, pas plus, à la RKO comme à la Columbia. A noter que c'est durant le tournage de ce film qu'il fait la connaissance de Ferris Webster, monteur avec lequel il collaborera pendant 25 ans. Le film sort en 1950 et les critiques sont excellentes. Sturgis devient un membre à part entière de la MGM et y réalisera une 20aine de films. Avec La plage déserte, sorti en 1953, Sturgis révèle encore une fois tout son talent pour résoudre les problèmes logistiques dans une scène pour sauver un homme coincé sous une jetée avant que la marée ne monte. En 1955, Un homme est passé est la consécration pour John Sturgis, film mêlant réflexion sur le racisme et la haine des Japonais après la Deuxième Guerre mondiale avec pour toile de fond l'Amérique profonde. Il sera nominé plusieurs fois aux Oscars, meilleur acteur pour Spencer Tracy, meilleur réalisateur pour Sturgis et meilleur scénario pour Millard Kaufman. Spencer Tracy remportera également le prix de la meilleure interprétation au Festival de Cannes de 1955. Autre fait remarquable, la même année, Sturgis s'essaie à la vie sous-marine. Sous la houlette de Howard Hughes, Sturgis réalise le film La Vénus des mers chaudes. Il aura carte blanche sur le projet avec un budget de $1 750 000. C'est un hit au box-office, avec des prouesses techniques comme le nouveau Super Scope en Aspiratio 2.1 de la RKO et des effets sous-marins qui inspireront des films comme Abyss de James Cameron. La production est dantesque, et en communication, Hughes ne lésine pas sur les moyens. Il invite 200 journalistes à Silver Springs à enfiler combinaisons plongées et bouteilles d'oxygène pour visionner le film sous l'eau.
Le projecteur était installé dans un bateau à l'intérieur d'une salle submergée avec une grande vitre sur le côté. Des haut-parleurs étaient utilisés pour diffuser le son à travers l'eau. L'événement eut lieu la nuit, de manière à ce que le film soit parfaitement visible. L'écran, quant à lui, était monté sur un cadre tubulaire en acier et placé sous l'eau à 3 mètres de profondeur. L'eau était cristalline, parfait pour projeter les images sur l'écran. Malgré l'audace de la promotion, certains journalistes remontaient malgré eux à la surface. Et certains avis étaient partagés. J'ai adoré. C'était stupide. Sturges est au sommet aux côtés des grosses pointures que sont à l'époque Richard Brooks et Robert Wise. C'est aussi cette année-là qu'il se distingue dans le milieu du western avec Coup de fouet en retour, sorti en 1956. Le succès continue les années suivantes pour John puisqu'il signera en 1957 le fameux Règlement de compte à Hockey Coral, western inspiré de faits réels sur le shérif Wyatt Earp et son ami Doc Holliday, incarnés respectivement par Burt Lancaster et Kirk Douglas. Budgétisé à $2 millions pour 56 jours de tournage, il en tire 4 700 000 au box-office et 6 autres millions lors d'une ressortie du film en salle. Le film sera primé aux Oscars pour le montage et le son. L'année suivante, un Oscar pour la meilleure musique et d'autres nominations récompenseront le travail accompli sur Le vieil homme et la mer, d'après le célèbre roman d'Ernest Hemingway. En 1959, Sturges collabore pour la deuxième fois avec Kirk Douglas dans Le dernier train de Gun Hill. La même année, fort de son expérience avec les stars, il dirige Frank Sinatra et Gina Lollobrigida, mais aussi ses futurs Finn Gachette, Charles Bronson et Steve McQueen. Cette bande de salauds. Nous approchons de la fin des années 50 et pendant que Sturges cumule les succès, la Mirisch Company, fondée par les frères Harold, Marvin et Walter Mirisch, voit le jour en 1957. Ils souhaitent approcher les plus grands talents en leur donnant le plus de latitude possible dans leurs projets. Un des réalisateurs engagés par la Mirisch, Norman Jewison, se souvient. Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur le budget, les frères Mirisch vous offraient la liberté artistique, la liberté créative. Ils étaient complètement orientés pro-réalisateur. L'organisation chez les Mirisch est très méthodique. Harold, le plus âgé des frères Mirisch, s'occupe de prévoir les distributions, d'organiser la communication et la publicité autour des films, tandis que le cadet, Marvin, est responsable des tâches administratives, avec par exemple signer ou étendre des contrats de production. Walter, le plus jeune des frères Mirisch, se charge de la mise en relation et d'approuver les projets. Automne 1959, ce dernier décide de contacter Sturges pour lui proposer de réaliser un remake des 7 samouraïs de Kurosawa. Sturges et les frères Mirisch visionnent alors le film. C'était une merveilleuse projection, une des expériences les plus stimulantes que j'ai jamais faites dans le business. Je peux encore nous voir assis criant ici et là, alors que le film était projeté, nous le traduisions en termes de western, nous le réinventions. Yul Brynner est pressenti pour jouer le leader des mercenaires, car en effet c'est lui qui a insufflé cette idée à Walter Mirisch. Pour moi, c'était l'un des meilleurs westerns de tous les temps. Sauf qu'il était fait par des Japonais en japonais. Mais sa forme et sa conception en faisaient un western idéal. À savoir qu'Anthony Quinn avait déjà soufflé cette idée à Brynner, elle-même inspirée d'un scénariste et producteur, Lou Morheim. Brynner may well have spotted the Seven Samurais' potential, but it was the unknown Lou Morheim who beat him to the draw. I can't pinpoint why I thought this would be a good American Western. All I knew was that that's the vision I had. When and how it occurred, I don't know. But I know that when I left the theater, I turned to my wife and I said, this would make a classic American Western. Ce dernier met une option sur les droits du film en les demandant à Lato pour $250, puis écrit un script et met au courant certains acteurs qu'il connaît, dont Quinn, lequel réalisait à ce moment un film avec Brynner, Les Boucaniers. Les velléités sont diverses. Yul Brynner veut débuter sa carrière de réalisateur sur ce remake. Anthony Quinn jouerait le rôle de Mifune et Spencer Tracy, le chef des mercenaires. Cependant, Brynner, que Quinn qualifiera d'une des plus prétentieuses personnes dans le show business, un homme tristement insupportable, rejeta le script de Morheim, tout en lui rachetant l'option des droits qu'il avait sur les 7 samouraïs. Par la suite, Brynner demanda au scénariste Walter Bernstein de tout recommencer depuis le début. Sur le tournage du film Salomon et la Reine de Saba, Tyrone Power, jouant le rôle-titre, meurt d'une crise cardiaque. La United Artists demande à Brynner de reprendre son rôle. Yul, ayant brillé dans le film Le Roi et moi, accepte le contrat à la condition que la production finance les 7 mercenaires. Yul, dans sa quête de mainmise du projet, demande à Martin Reed de réaliser le film. Brynner se voit finalement dans le rôle du leader des mercenaires. Quinn découvre tous ces petits arrangements et décide de reprendre les droits du remake. Hélas, Brynner avait déjà tout préparé. Leur relation finira en querelle publique. Au final, Yul décide de changer de fusil d'épaule et de négocier avec la Mirisch Company. Walter Mirisch marche en plein terrain miné.
J'ai demandé à Yul comment les choses en étaient arrivées là, et je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante. Ce que je peux en dire, c'est que Quinn s'est senti dupé et écarté complètement du film. Quinn intente un procès à Briner, qui sera annulé faute de contrat écrit. Les deux hommes s'étant seulement mis d'accord verbalement pour acheter les droits du film ensemble. Walter Mirisch mettra tout le monde d'accord en achetant les droits définitifs du film. Yul s'est beaucoup investi pour le film, mais c'est nous qui avons fait un marché avec la compagnie japonaise pour acheter les droits. Personne ne les a eus avant que nous les ayons. Ce même Walter mettra les choses au clair en décidant de faire réaliser le remake non pas par Martin Ritt, mais par John Sturges. Martin Ritt devra donc passer son tour. Cependant, ce n'est que partie remise, car 4 ans plus tard, il se fera les dents sur un autre film de Kurosawa en réalisant le remake de Rashomon, L'Outrage, avec Paul Newman. Quant à Lou Morheim, il intente un procès à la Mirisch Company, étant le premier à avoir travaillé sur le projet. Finalement, Walter trouvera un arrangement et Morheim deviendra producteur associé. Sturges démarre le projet en réunissant autour de lui Walter Newman pour le script et Charles Lang Jr. en tant que directeur de la photographie. Ce dernier a déjà collaboré avec Sturges sur Règlement de compte à Hockey Coral et Le Dernier Train de Gun Hill. Charles Lang Jr. comptera à la fin de sa carrière un Oscar en 1934 pour l'Adieu aux armes, toujours d'après Ernest Hemingway, ainsi que 18 nominations en meilleure photographie. Il est donc une valeur sûre pour le réalisateur. Pour la musique, Elmer Bernstein sera le compositeur de la bande originale du film. Et bien que cette partition soit sa plus célèbre, il composera dans sa longue carrière plus de 250 musiques de films et de téléfilms, comme Les 10 commandements de Cecil B. 2000 et Les Boucaniers d'Anthony Quinn. Outre sa collaboration régulière avec Mulligan, Bernstein travaillera régulièrement avec des cinéastes plus contemporains comme Martin Scorsese et John Landis. Le 16 janvier 1960, la Guilde des scénaristes demande à faire une grève. En mars, le syndicat des acteurs leur emboîtera le pas. Annoncée pour le 29 février, cette grève qui durera 5 mois menace tout Hollywood. Sturges doit faire son casting au plus vite et organiser la production à Mexico. Il n'a qu'un mois pour le faire. Pour le casting, Sturges commence par rencontrer plusieurs acteurs qu'il connaît, sachant que Briner jouera l'homme d'expérience, Chris. Les premiers acteurs que Sturges engage sont Charles Bronson, Brad Dexter et Steve McQueen, qu'il a sous contrat pour 3 films, le premier à avoir été tourné étant La Proie des vautours. McQueen dit tout de suite oui pour le rôle de Vin, le personnage qui prend les choses comme elles viennent. Il est malgré tout lié par contrat sur la série de télé Wanted Dead or Alive, plus connue en France sous le titre Au nom de la loi. Afin de le motiver à casser son contrat, Sturges propose un autre acteur pour le rôle de Vin, Dean Jones, comédien fétiche des productions Disney. Pari réussi pour Sturges, car McQueen provoquera un accident de voiture et se montrera sur le plateau de tournage de la Four Star Productions avec une Minerve. La production fera une pause, ce qui permettra à McQueen de tourner avec Sturges. Le rôle du mercenaire O'Reilly, faisant référence au samouraï coupeur de bois, sera joué par Charles Bronson, tandis que celui de Harry Lugg sera pour Brad Dexter. Fraîchement débarqué d'Allemagne et jouant à Broadway, la star européenne de l'époque Horst Buchholz jouera Chico. Considéré un peu comme le James Dean allemand, Buchholz, aussi fougueux que son personnage, s'entraînera à dégainer au pistolet et le déchargera dans son holster, s'éraflant quelque peu la cuisse. Le recrutement de nos 7 mercenaires continue avec le rôle de Lee, le personnage ténébreux du film. C'est Robert Vaughan qui sera choisi, jeune acteur de 27 ans, nominé aux Oscars pour le meilleur second rôle dans Ce monde à part. Vaughan composera son personnage comme il le souhaite, se référant au script, portant une veste à rayures, une cravate fine et des gants en cuir. J'ai juste pris tout ce que je voulais porter, et c'est ce dont les gens parlaient pendant des années, car mon costume était différent de celui des autres. Je suppose que j'étais une sorte de dandy. John Sturges a court d'idées pour le dernier mercenaire, Britt, celui qui parle peu et le plus expérimenté de tous, demande à Vaughan s'il ne connaît pas quelqu'un dans ce style. Robert lui propose James Coburn, qui travaille avec McQueen sur la série Au nom de la loi. Contrairement à Briner, déjà une grande star, les acteurs qui incarneront les 6 autres mercenaires commencent à peine leur carrière dans des séries télé. Pour Calvera, le chef des bandits, Sturges fait confiance à son instinct et propose à Walter Mirisch le nom d'Eli Wallach. Acteur de Broadway issu de l'Actors Studio, il est remarqué pour son premier rôle au cinéma dans Baby Doll, réalisé par Elia Kazan. Tu es fou, c'est un juif new-yorkais qui fait juste 1m62 et il n'est jamais monté à cheval. Qu'est-ce que tu racontes? Comment cela va-t-il fonctionner? Je ne veux pas d'un type puissant. Le type de jeu de ce rôle ne peut être joué par un grand mec costaud. Il est comme Mayer et Cohn, c'est un conspirateur, un négociateur, le genre de type hypocrite qui sanctifie tout ce qu'il fait en déformant les choses. Walter Mirisch finit par comprendre et accepte. Reste maintenant à convaincre Eli Wallach. À la base, je ne voulais pas le faire. J'avais vu Les 7 samouraïs et je l'ai beaucoup aimé. Mais je ne me voyais que dans le rôle du samouraï fou joué par Mifune. Sturges finit par le convaincre, car son rôle se résume comme étant ni plus ni moins la star in absentia, celle qui se fait attendre. Cependant, Wallach reste sceptique, car il sait que c'est toujours la production qui a le dernier mot. Que vont-ils en penser? Eli,
Il n'y a pas de il. C'est juste toi et moi. Finalement, Sturgis bat la deadline de 9h pour ce qui est de recruter l'ensemble des acteurs principaux. Les 7 mercenaires est donc l'un des rares films en 1960 à avoir été épargné par la grève des acteurs, car la distribution fut arrêtée avant la date fixée par le syndicat. Le lundi qui suivit le casting de James Coburn, Sturgis part immédiatement pour Mexico caster les hommes de Calvera, les villageois et les figurants. De plus, pour rester dans les quotas du gouvernement du Mexique, quelques postes à la technique sont alloués aux Mexicains. John en profite pour trouver le lieu du village mexicain. Ce sera Tepoztlán, connu pour ses montagnes noires et sa pyramide aztèque, juste à côté de la ville de Cuernavaca. En ce qui concerne le décor, le directeur artistique mexicain crédité au générique Eduardo Fitzgerald y construira la place du village avec une chapelle du XVIe siècle tellement authentique que les Mexicains locaux se signent à chaque fois qu'ils passent devant elle. Camarga, la ville frontière où Chris et Vin se rencontrent, sera construite dans le même temps. Le gouvernement mexicain, toujours en colère contre le film Veracruz de Robert Aldrich qui donnait une piètre image de ce peuple fier, impose dorénavant la présence d'un censeur sur les plateaux de tournage. Ainsi, les villageois qui devraient ressembler à des paysans travaillant la terre et donc logiquement sales, apparaîtront toujours vêtus de blanc comme si les vêtements étaient neufs. Parfait pour les faire passer pour des paysans pauvres et sans ressources. De plus, le script sera lu et approuvé avant le tournage et un censeur sera présent en permanence sur le plateau. Ce censeur est un autocrate qui vit dans un rêve. John, obligé de retoucher le script, tente par tous les moyens d'inviter le scénariste Walter Newman à venir calmer les esprits et de retravailler sur les personnages et les dialogues. Hélas, Newman ne pourra pas se déplacer. Sturgis demande alors à un autre scénariste, William Roberts, de venir faire les modifications nécessaires. Ce dernier refuse, prétextant que cela serait contraire aux règles de la guilde des scénaristes. Roberts finira par accepter. Avec le travail qu'il fournit comme script doctor, la guilde des scénaristes décide qu'il mérite d'être crédité comme co-scénariste. Mais Newman, furieux, décide de se retirer et refuse d'être crédité sur le film. Après toutes ces péripéties, John Sturgis peut enfin commencer la phase de production des 7 mercenaires. Et à l'image de la pré-production, nous verrons qu'elle n'a pas été non plus de tout repos. C'était la 3e partie de notre dossier Total Remake sur les 7 samouraïs et les 7 mercenaires. Merci d'avoir suivi l'émission. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur notre page Facebook et Twitter. Et si vous souhaitez nous soutenir dans nos futurs projets, Tipeee existe aussi. Je vous dis donc à la prochaine pour le 4e épisode et vous propose de finir par un petit récapitulatif. Sayonara.